Pascal Irene Koupaki, vos compatriotes percevaient en vous le Churchill New Look dont le pays avait besoin au chevet de son économie menacée. Après votre brillante carrière à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest et un passage auprès d'Alassane Dramane Ouattara, votre mentor, comme directeur de cabinet à l'époque où il était Premier ministre de Côte d'Ivoire, vous serez nommé Premier ministre des Finances du Changement, alors même que l'on ne vous a pas vu aux côtés du candidat Boni Yayi. À ce premier poste, vous allez réussir avec brio à redresser les finances publiques. Mais pour cause de dimension politique du changement, a-t-on dit à l'époque, vous allez quitter le ministère des Finances pour ceux dits du développement, de l'analyse économique et même du premier ministère. Au lieu de vous renforcer, ces différents postes vont fusiller votre crédibilité. Dès la formation des différents gouvernements, les épées sortaient des fourreaux. Mais au lieu d'être horrifié par tant de cynisme tranquille, vous allez vous empêtrer dans des calculs carriéristes. Koupaki le technocrate est devenu Koupaki l'homme des scandales. Sodeco, ICC et plus encore PVI. En un mot comme en mille, le chef de l'État a fait comprendre que c'est vous qui, profitant de la campagne présidentielle 2011, avez concocté le contenu du contrat qui a lié l'État béninois à Bénin Contrôle. Face à toutes ces critiques, vous avez gardé le silence. Cette posture n'a cependant rien d'enviable. Avantageuse en apparence, elle n'en est pas moins dangereuse et désastreuse pour votre réputation. Mais enfin, vous décidez de parler. Pascal Irene Koupaki, les Béninois veulent savoir ce qui en est de ces différents dossiers, ou du moins votre part de vérité. Ils veulent aussi que vous leur dites si vous assumez le bilan du régime Boni Yayi ou si c'est sous réserve d'inventaire. Vos compatriotes vous voient aussi tracer vos propres sillons pour aller à la conquête du pouvoir suprême. Mais à les écouter attentivement, ils disent que le pays n'a plus que faire d'un grand séducteur si celui-ci ne passe pas à l'acte, s'engager dans la voie de l'authenticité et du réalisme. Pascal Irene Koupaki, si vous vous débarrassez de votre orgueil intarissable, peut-être que votre énergie et vos expériences pourraient rendre service au pays. Sachez que le pays est fatigué d'échouer, et s'il doit réussir avec un ambitieux, en mal de repentir, sûr qu'il ne résistera pas longtemps. Pour vous interroger, mon confrère André Dossa et moi-même. André, à qui il revient de vous poser la première question. Merci d'avoir accepté cet entretien. Merci Malgonda. Bonsoir, chers amis téléspectateurs. Pascal Irene Koupaki, bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez quitté le gouvernement depuis plusieurs années maintenant. Vous ne vous êtes jamais prononcé sur l'actualité nationale. Vous décidez enfin de rompre le silence. Vous le faites en pleine campagne électorale. Pascal Irene Koupaki, fait-il de l'opportunisme ou voulez-vous jouer les trompettes? Bonsoir Monsieur Gobelin, bonsoir Monsieur Dossa. L'introduction de Monsieur Gobelin me faisait un peu sourire. Je ne me suis jamais comparé à un Churchill. Oui, mais il faut quand même dire aux compatriotes que ce qui est valable là-bas n'est pas forcément valable ici. Mais je comprends le sens de cela. Ceci étant quand même une petite mise au point. Si j'avais décidé de prendre du recul, ce n'est pas que j'avais une obligation de silence. Non, c'était une volonté de silence. J'ai fait 37 ans de service, dont 24 consacrés à une carrière internationale et 13 ans et demi consacrés à une carrière administrative dans 2 États ouest-africains. Après 37 ans, presque sans repos, il faut absolument prendre du recul. Et donc, j'ai décidé de prendre ce recul pour rentrer chez moi, dans ma maison. Et ma première maison, c'est mon fort intérieur. Je devais me poser des questions pour savoir
si le chemin parcouru était parsemé d'erreurs ou de fautes, et si on avait pris le bon chemin. Alors, après avoir médité sur tout ce parcours, dans le plus grand silence, j'ai sorti deux livres. Un premier sur la nouvelle conscience et un deuxième sur le chemin de la nouvelle conscience. Donc vous avez vu, M. Delignan, si j'étais réellement l'homme d'un scandale, je n'aurais pas eu le courage ou l'audace d'écrire ces deux livrets. Non, des choses se sont passées et aucun homme n'est parfait. Il faut vivre des expériences et tirer les leçons de ces expériences. Peut-être au cours de l'émission, on se rendra compte qu'il y a une façon de travailler que nous avons respectée tout au long, mais chaque ministre est responsable devant le chef du gouvernement qui forme son équipe. On lui rend compte, c'est lui qui définit la politique générale de la nation. J'ai partagé la définition de la politique générale. Je n'ai pas tout vu parce que je ne suis pas un grand Manitou. Et donc, au fil de l'émission, je vais clarifier tout cela. Mais cette mise au point me paraît nécessaire. Oui, vous avez parlé d'orgueil. Je crois que l'humilité ne connaît pas l'orgueil. Peut-être une petite réserve de ma part, parce que je médite énormément. Il faut être accroché à des vertus spirituelles et regarder très loin, même ce qu'on ne voit pas, pour pouvoir voir ce qu'on doit voir et travailler pour le peuple, travailler pour les hommes. Sur la question de savoir pourquoi vous avez justement décidé de rompre ce silence de plusieurs années en pleine campagne électorale, alors que vous n'avez ça que vous avez choisi à tout moment de parler, c'est juste pour voir si cette coïncidence c'est vous qui voyez ça comme une coïncidence. Quand je me suis retiré, j'ai écrit les deux livres et j'ai décidé à un moment donné, puisque je suis un homme de bureau, c'est ça qu'on dit, ce qui n'est pas vraiment exact, mais c'est ce qu'on dit. J'ai décidé d'aller vers les différentes couches socio-professionnelles de notre pays, que ce soit des commerçants, des artisans, des élèves ou étudiants, des producteurs, etc. et échanger avec les populations. Comment moi je vois l'avenir de notre pays, quels sont leurs ressentiments, et on échange autour de tout ça. Et les éléments de réponse me confortent dans l'idée que nous devons provoquer quelque part une gouvernance de rupture. Parce que la population comprend très bien ce que nous faisons en ville. Elle n'a peut-être pas les moyens de se faire entendre, mais quand vous leur donnez l'occasion d'échange, elle vous dit énormément de choses. Et durant ces 10 mois où j'ai parcouru les 77 communes, après avoir fait 30 800 km, je comprends que le chemin de développement doit être un autre chemin. Au cours de cette tournée, les populations m'ont interrogé sur ce que vous avez dit tantôt, l'implication dans certains scandales, etc. Et au cours de la campagne législative actuelle, les échos me parviennent de la même façon, en disant que oui, mais le président de la République, c'est Pascal Koupaki, c'est avec lui qu'ils ont fait tout ça. Et donc il faut faire ceci, il ne faut pas faire cela. Il arrive un moment où il faut se déterminer. Il arrive un moment où il faut clarifier les choses. Et donc, je sais que pendant longtemps, vous avez souhaité que j'intervienne. Absolument. Et je n'ai pas voulu intervenir à ce moment-là. Maintenant, je considère que je peux intervenir après avoir fait ce large tour d'horizon de notre pays. Et donc, si c'est une coïncidence, bon, j'en suis
En tout cas, je n'ai pas fait de grands calculs pour ça. Maintenant, par rapport à la campagne électorale, est-ce que Pascal Ireno Koupaki, c'est vrai, vous n'êtes pas candidat, mais est-ce que vous soutenez pas derrière vous une liste d'alliance candidate ou vous êtes au-dessus de la mêlée? Non, je ne soutiens aucune liste. Vous savez que vous connaissez les conditions dans lesquelles les alliances se sont formées. Il y a une vingtaine d'alliances parties. Et même jusqu'à la dernière minute, des alliances se formaient. Est-ce que c'est sur la base d'un courant politique, d'une philosophie politique que ces alliances ont été constituées? Je ne sais pas. Alors, par conséquent, je préfère voir venir, et je suis persuadé qu'après les élections, il y aura une recomposition du paysage politique, et à ce moment-là, on en tirera les conclusions. Pourquoi, par exemple, vous n'avez pas voulu participer en tant que candidat à ces élections? Vous savez, vous ne pouvez pas faire trop de choses à la fois. Je vous ai dit tantôt que j'étais dans le silence, et j'étais sur le terrain pour apporter aux populations béninoises ma compréhension d'un certain nombre de phénomènes. Et ça, je l'ai fait pendant 10 mois. Mais si je devais intégrer dans ma démarche les aspects politiques, je n'aurais pas pu parler à tous les citoyens béninois. Mais quand je fais des causeries débats sur la nouvelle conscience et le développement, je vous dis, dans la salle ou dans la cour, vous avez des gens du PAD, du FCB, du PSD, etc., etc. Ma démarche était une démarche citoyenne. Je suis un citoyen libre, j'ai quitté ma fonction, je suis un citoyen libre, je vais voir les populations. Parce que, à force de mettre la politique au-devant de tout, je pense parfois on manque l'essentiel. Et l'essentiel, c'est savoir de former de bons citoyens. C'est le bon citoyen qui sera le bon politicien, le bon professeur, le bon médecin, etc., etc. Donc, je m'intéresse à ce qui se passe. Et je suis un observateur de ce qui se passe. Et surtout, je vois le rôle de la finance dans ces élections-là. Je vois ce qui se passe. Et donc, je me dis... Il se passe quoi? Il se passe ce que vous relayez dans la presse. Si ce n'est pas du maïs ici, c'est du riz là, c'est de l'huile là, c'est de l'argent là, etc. etc. Est-ce que nous allons guérir un jour? Parce que moi, je pense que oui. Je pense que oui, parce que qu'est-ce que la politique nous a apporté au Bénin? Il faut se poser la question. Notre façon de pratiquer la démocratie, qu'est-ce que ça nous a apporté? Le système partisan est-il le système optimal pour enclencher le développement? Je pense qu'on doit essayer de méditer là-dessus et de revoir ça. Ce qui me paraît clair, c'est que nous avons des partis qui sont des partis au pouvoir, qui disent nous voulons conquérir le pouvoir. C'est de ça qu'on a besoin. Par contre, nous avons d'autres partis politiques qui n'ont pas cette ambition-là. Moi, je les appelle des partis d'affaires. Et donc, ils ont un fonds de commerce à défendre. Ils ont des directeurs à placer dans l'administration pour en tirer quelque chose, etc. C'est déjà le début de la malgouvernance, ça. Et donc, tôt ou tard, on reviendra sur le système partisan tel qu'on le voit au Bénin. Je pense que ça mérite une attention particulière. Vous prenez un pays comme le Niger. Au Bénin, nous avons au moins 200 partis politiques. Je ne sais pas si le chiffre est exact. Mais au Niger, ils ont 11 partis politiques, puis ils ont fait une revue de leur système partisan. Ils ont revu tout ce qui concerne la gestion des ONG. Au Bénin, nous en avons au moins 7200. Au Niger, c'est moins de 1000. Il y a trop d'associations peut-être. Mais je sais que l'État ne peut pas tout faire. Donc l'État doit déléguer, mais à des ONG capables. Donc, voyez-vous, il y a tellement de choses à faire en même temps qu'il vaut mieux prendre ce recul pour bien méditer sur les actions à venir. Vous parliez du système partisan. On vous a vu faire une brève apparition à la tête de l'UDBN, mais qu'est-ce qui n'a pas marché à la création de ce parti-là? Est-ce que vous ignorez en allant à ce parti politique que c'est celui qui paye la musique qui choisit la partition? Bon, je ne peux pas dire que je l'ignorais, mais j'avais une ambition à ce moment-là. Comment j'en suis arrivé à cette ambition?
le problème de gouvernance économique commençait à poindre, je le sentais. Le problème de gouvernance politique aussi gênait la gouvernance économique. J'étais dans le cercle de la gouvernance économique et d'autres géraient la gouvernance politique. Mais dès lors que j'analyse la situation et que j'observe que la gouvernance politique a un impact négatif sur la gouvernance économique, alors je dis je ne peux pas être absent du cercle de la gouvernance politique. Et donc, il fallait être quelque part. Il fallait analyser la situation. Nous avons analysé avec mes collaborateurs. Et là, c'est une coïncidence parce que le parti l'IDBN cherchait un profil comme le mien pour prendre la direction du parti. Et donc, on en a discuté avec leur comité directeur et finalement, j'ai prononcé un discours le 3 octobre 2010. Et si vous vous rappelez très bien, c'était un discours de rupture. Et j'ai reçu beaucoup de flèches à partir de ça. Venait comme de droite, comme de gauche. Et j'ai compris que j'étais vraiment dans la rame. Mais la gestion de ce parti m'a permis de faire la campagne présidentielle 2011. Et j'en ai tiré de grandes leçons. Maintenant, au cours du deuxième mandat, il y a eu quelques problèmes ici et là. Et la façon de gérer le parti n'était pas dans la droite ligne de ce que je pensais. Et par conséquent, il faut prendre le temps d'analyser les choses. Donc, quand je suis parti du gouvernement, j'ai décidé de sortir aussi du parti et pour voir clair. Certains ont dit que j'avais créé un parti politique, mais moi, je n'en ai pas créé. Il faut voir très clair. Donc, j'ai fait ce passage-là, c'est vrai. C'était pour résoudre un problème, mais ce problème est encore entier. Et pas seulement à un niveau, mais au niveau de tout le pays. Mais aujourd'hui, vous êtes sans attache partisane. Est-ce que c'est la meilleure formule? Moi, je suis avec une attache citoyenne. Et j'ai des contacts dans le milieu politique. C'est tout à fait normal. Parce que il faut échanger pour apprendre un certain nombre d'années. Vous savez, lorsque j'ai écrit le livre bleu, le premier, sur ce que je crois, la nouvelle conscience, avant de le publier, je suis quand même passé voir tous les anciens présidents de la République, le président de la République actuel, le docteur Thomas Boubou-Yahi. J'ai vu le président de l'institution de la République. Nous avons échangé sur ce que je ressentais comme étant une difficulté majeure. Et la difficulté majeure, c'est vraiment l'homme béninois. A-t-il été construit? Avec quel esprit? A-t-il une conscience? Quelle est la cause que ce béninois défendra? Est-ce que l'éducation permet de bien définir ça? Est-ce que notre culture est exploitée à bon escient? Je me suis posé cette autre question et je les ai vus. On a discuté de ça. Leur expérience m'a été très utile et c'est l'un d'entre eux qui m'a suggéré de lancer ce petit livre et de parler aux populations béninoises. J'ai mis du temps à réagir là-dessus, peut-être que j'ai mis 6 à 7 mois à réagir, mais quand j'ai commencé à réagir, je me suis dit que c'était un excellent conseil que cet ancien chef d'État m'avait donné. Monsieur le Premier ministre, quand on signale les 77 communes du pays, après avoir participé pendant 7 ans à la gestion, qu'on a eu cette carrière internationale que vous avez décrite tout à l'heure, c'est que forcément on veut certaines choses, on a certaines ambitions. Je suppose que c'est 2016 par exemple, vous avez déploré le système, la qualité du système partisan de notre pays en ce moment, et il n'est pas possible aujourd'hui pour un parti politique de gagner une élection présidentielle. Est-ce que vous aussi, vous voyez en train de vous inscrire dans cette logique-là? Est-ce qu'il y a pas une contradiction quand on déploie le système partisan et qu'on se donne pas une tâche partisane, on ne mérite pas dans un parti politique et qu'on a des ambitions pour 2016? Non. Je ne peux pas, à cette étape, adhérer à un parti politique. C'est très compliqué. Les positions sont figées au sein des partis politiques. La seule réaction, c'est de créer soi-même son parti politique. Mais je ne vais pas en ajouter au problème ambiant. Je sais qu'il y a un problème de fond.
Et les courants politiques qui existent dans le monde, si le mémoire est bon, c'est une douzaine de courants politiques. 6 à gauche, 6 à droite. Donc, qui a 12 partis politiques, chaque parti politique avec son courant, je n'ai pas de problème. Mais si face à 12 courants, il y a 200 partis politiques, il y a un problème quelque part. Moi, je pense que, à force de mettre la politique au devant de tout, on manque quelque chose qui me paraît essentiel. La transformation de l'être béninois par la vertu et le travail pour la production. C'est une démarche proprement citoyenne. Et je le répète, si nous avons de mauvais professeurs ou de mauvais médecins, c'est tout simplement parce que nous avons de mauvais citoyens. Et donc cette transformation me paraît nécessaire. Et c'est le bon citoyen qui sera le bon politicien. Je veux être d'abord le bon citoyen et trouver le cadre approprié pour être le bon politicien. Pensez-vous que ça peut avoir écho dans cette sinistrose ambiante? Mais vous savez, si vous ne trouvez pas le point de rupture, rien n'avancera. Parce que tout le monde dit ça. Il y a une inconscience dans la gestion des affaires publiques. Il y a la corruption, surtout la corruption électorale, qui détermine la qualité de la gouvernance après. Et puis on dit, bon, on ne peut pas changer tout ça, il faut attendre. Mais on est en train d'attendre depuis des années, et vous voyez vous-même, parce que je suis certaine de vos émissions, et vous voyez vous-même que, quelque part, nous avons construit depuis quelques décennies un système qui nous plombe. Alors, il faut qu'on se déplombe. Moi, je pense qu'il faut avoir le courage de la rupture à un moment donné. Et peut-être je considère que la chance que nous pouvons avoir, c'est le futur Parlement serait peut-être à l'origine de cette rupture-là. Je crois qu'on va évoluer dans cet entretien parce qu'elle remet un coup paquet au régime Niali, dont vous avez été un des acteurs majeurs, tire à sa fin. Avez-vous le sentiment d'avoir fait avancer ce pays dont vous avez hérité en 2006? Je pense que tout n'est pas parfait et tout ne peut être parfait. Il y a des points sur lesquels nous avons bien travaillé, mais les imbrications entre la gouvernance politique, la gouvernance économique, la gouvernance administrative et sociale et la gouvernance institutionnelle, ces imbrications, à un moment donné, ont créé des problèmes de confiance entre les principaux acteurs du système, de tout le système national. Si je n'ai pas confiance en moi-même, et si je n'ai pas confiance en l'autre, alors je crée les meilleures conditions de la malgouvernance et je crée les meilleures conditions du recul économique. C'est ce qui s'est passé. Donc c'est pour ça que je dis, lorsque on est engagé, il faut être engagé sur des valeurs. Lorsque vous êtes engagé sur des valeurs et que les autres ne sont pas sur la même longueur d'onde que vous, vous allez vous apercevoir qu'il y a énormément de problèmes. Et il y en a. Donc, oui, j'ai participé à ce gouvernement. Il était bien parti. On était bien parti. Je crois que les 2 premières années étaient de très bonnes années. Le redressement financier avait déjà été accompli en milieu. Les orientations stratégiques de développement avaient été élaborées, donc on savait très bien où on est. Et les arriérés de paiement qui nous sauvaient ont été apurés. Les ordres de paiement qui étaient un désastre au ministère des Finances, entre le Trésor et le budget, ont été également réglés. Donc l'assainissement financier était accompli. Et tout développement doit reposer sur un bon assainissement financier. Nous l'avons fait. Mais malheureusement, vous avez suivi que, et c'est ce que M. Gobelin disait tout à l'heure, il y a des scandales ici, des scandales là, et ça a certainement démobilisé le public, démobilisé certains d'entre nous. Mais on a repris en 2011. On a relancé la machine en 2011, après les élections.
Malheureusement, il y a encore eu un autre dossier qui nous a plombé. Et je pense qu'il n'y a pas de conditions optimales pour réussir le développement. C'est à travers les différentes contraintes qui s'imposent qu'il faut lever, qu'on trouve le chemin. À un moment donné, le chemin n'a pas été bien trouvé et j'espère qu'on va rebondir. Oui, monsieur le Premier ministre, c'est vrai qu'en 2006, il y a eu une adhésion populaire et ensuite les résultats ont commencé par suivre. Mais dès lors que les interdits sont apparus dans la citadelle, dès lors que une troupe commande comme elle est commandée, dès lors qu'il y a eu le scandale 500, tout de suite les gens se sont dit ceux qui prônent la vertu n'étaient pas aussi vertueux et tout a commencé à aller décrescendo. Tous ceux qui prônent la vertu ne sont pas aussi vertueux. Vous parlez de qui? Puisque le scandale, vous savez, je crois que je dois clarifier quelque chose. Comment on travaille? Parce que ce n'est pas connu du public. Et moi, j'ai vu fonctionner des gouvernements à l'étranger avant de venir au Bénin. Ce n'est pas seulement dans le pays auquel vous pensez. Vous avez un article de la Constitution qui dit la matière que le Conseil des ministres doit examiner obligatoirement. Il y en a 3. Il y a la politique générale de la nation. Forcément au Conseil des ministres. Il y a les projets de loi. Forcément au Conseil des ministres. Il y a les ordonnances et les décrets. Forcément au Conseil des ministres. Les arrêtés, c'est pas un Conseil des ministres. Les autres aspects de la gestion courante, c'était pas un Conseil des ministres. Qu'est-ce que le Conseil des ministres a dit pour le dossier spécifique de Sensad? 2 décisions. La première, c'est que le Bénin va organiser le sommet de la Sensad. La deuxième décision, c'est que le budget de l'organisation du sommet est arrêté à tel montant et réparti suivant certaines rubriques. La décision du Conseil, ça. Mais la mise en œuvre. La mise en œuvre, c'est le ministère sectoriel, ce n'est pas le Conseil des ministres. Et le ministère sectoriel chargé de mettre en œuvre cela, vous trouverez, pour le côté des affaires étrangères, le ministère des Affaires étrangères, vous trouverez le ministère des Finances, vous trouverez le ministère de l'Urbanisme, le ministère des TP, etc. Et donc, ils n'ont aucune obligation de venir dire à chacun de nous tous les jours que c'est ce qu'ils étaient en train de faire. Ils ont leurs AOF, comme on dit ici. Le décret portant attribution, organisation et fonctionnement des ministères. Et tous les trimestres, ils rendent compte au gouvernement de l'exécution des décisions. Mais on n'était pas encore arrivé à ce stade. On avait juste fini l'organisation de la Sensad et les dossiers étaient en train d'être apprêtés quand cette question a émergé. Et donc, on ne peut pas dire que les vertueux ne donnent pas l'exemple de la vertu. Voilà mon rôle dans ce dossier-là. Mon rôle n'est pas opérationnel, comme le rôle d'autres collègues. Ce sont des scandales qui ont éclaboussé tout le gouvernement. Oui, mais ça a éclaboussé le gouvernement. Quelle a été la réaction du chef de gouvernement? La première réaction, c'est de dire il faut clarifier cet état de choses avec une commission. Il m'a chargé de présider la commission. J'ai retrouvé tout le monde. J'ai écouté, parce qu'il faut beaucoup écouter. Ce qui s'est passé par rapport aux procédures, je l'ai analysé. Il y a défaut quelque part. Mais je n'étais pas en mesure de situer la responsabilité première, si ça relevait de tel ministère ou de tel autre ministère. J'ai transféré le dossier au Conseil des ministres, qui a dit il faut qu'on trouve quelqu'un, une personnalité neutre, pour prendre en charge cet aspect. Donc il y a eu une deuxième commission. Cette deuxième commission a déposé son rapport et c'est sur la base de ce rapport qu'un ministre est parti du gouvernement et puis quelqu'un d'autre a été mis en congé en attendant quelque chose. Donc, ce qui doit être fait, à mon sens,
été fait. Mais si on le considère comme un scandale, c'est parce que tout le monde a été surpris par ça, qu'on ne peut pas donner, le Conseil des ministres ne peut pas donner des orientations, des instructions particulières, et on nage à côté. Qu'est-ce qui s'est passé dans ça? Je suis loin de le comprendre. Je ne peux pas le savoir parce que je ne suis pas dans le ministère concerné. Qu'est-ce que ça fait que de dire, voilà, ce qui s'est passé, je n'ai joué aucun rôle, alors quand même que vous faites partie je ne vous ai pas dit de l'équipe, je ne vous ai pas dit que je n'ai joué aucun rôle, monsieur Dessa. Je ne suis pas au ministère à vous compromettre. Je ne suis pas au ministère pour m'occuper des marchés publics dans ce ministère-là. Ce n'est pas mon ministère. Je ne sais même pas ce qui se passe. Et je n'ai pas de fournisseurs à introduire dans le circuit. Et je n'ai jamais introduit. Parce que il faut être libre, donner l'exemple, être transparent pour pouvoir juger. Si le chef de l'État me demande à moi de présider une commission de clarification des responsabilités, c'est parce qu'il estime que je n'étais pas là. Et donc, j'ai joué le rôle que je dois jouer. Cela étant, quand il y a un gouvernement, il y a une solidarité gouvernementale. Parce que le gouvernement est une équipe. Et ce que l'autre fait, qui entache la réputation du gouvernement, on lui parle de ça, pour qu'il puisse se corriger. Le chef de l'État à l'époque en a parlé. Ce que moi je peux dire, je l'ai dit. Certains cadres ont été relevés de leurs fonctions. Bon, l'essentiel c'est que un scandale de cette nature, il ne faut pas que ça se produise une deuxième fois. Un scandale de cette nature. Oui, sauf que, monsieur le Premier ministre, il y a eu récidive, puisque le ministre qui avait été mis en congé, il est revenu, et après, c'est le scandale du siège de l'Assemblée nationale. Ça veut dire que, finalement, ça a servi à quoi d'avoir parlé à des collègues s'il n'y a pas eu la sanction? C'est pas moi qui donne le ministre. Oui, tout le monde a convient, vous n'êtes pas le chef du gouvernement. C'est pas mon travail. Et donc, je ne peux pas juger de qui est compétent pour faire ceci ou pour faire cela. Je crois que lorsqu'il y a une brèche dans un système, les gens l'exploitent. Dans ce cas, on l'a exploité et ça a mal tourné. Ça a mal tourné. Vous avez compris comme moi que ça a mal tourné. Mais je n'étais pas au ministère, dans le ministère concerné. Et quand ça arrive, on est obligé de dire, mais toi aussi, comment tu as fait cette affaire-là? Bon, je peux pas vous dire la réponse qu'on donne, parce que ce n'est pas le lieu. Oui, on va impulser les autres affaires, les autres scandales, mais vous étiez quand même un ministre assez important dans le système. Vous faites même Premier ministre. Et ça veut dire que vous n'aviez pas un droit ou devoir de regard sur l'action gouvernementale ou pouvoir influencer. Avant que le Premier ministre ne puisse répondre, on a l'impression que vous ne protestez pas vigoureusement. Parce que quand on voit par exemple, c'est pour juste en arriver avec... Devant qui il va protester? Oui, devant le premier responsable, puisque c'est le chef de l'État qui est élu. Vous ne savez strictement rien. Ce que je dis avec le chef de l'État n'est pas dans la rue. On se parle. Ou on se parlait, puisque je n'étais pas là. Donc, c'est vrai. Je n'ai pas un droit de regard sur l'action des ministres. Je suis un ministre. Je ne suis pas autre chose. Même si dans la préséance, quelqu'un vient en tête, il est ministre, au même titre que les autres. Et donc, tout ministre est responsable devant le président de la République. Il reçoit les instructions du président de la République. S'il y a une difficulté, il ne peut pas s'en sortir. Ou le chef de l'État me demande de regarder ça, ou mon collègue me demande de regarder ça. Donc j'ai un devoir de regard toutes les fois que je dois émettre une opinion sur un dossier qui ne relève pas directement de mes attributions. Ça fait partie de la solidarité gouvernementale. Et je dois vous dire que moi, j'ai joué ce jeu-là jusqu'au bout. Oui, sauf que
en retour, la solidarité n'était pas à tout moment. Parce que si nous prenons par exemple le dossier Sodeco, la privatisation qui vous a été de l'outil industriel de la Sonapar, qui vous a été confiée, que vous avez conduit, on a vu des ministres, et pas des moindres, même peut-être vos alter ego, conduire une guérilla gouvernementale où les gens sont montés au créneau pour vous désavouer publiquement par rapport à ce que vous étiez en train de faire, mais vous n'avez pas protesté à l'époque. Moi, je n'étais pas dans le pays. Tout ça s'est passé pendant que j'étais en mission à Washington. Pendant 12 jours, j'étais en mission. Quand j'ai eu le chef de l'État depuis Washington, je lui ai dit, Monsieur le Président de la République, si vous m'autorisez, je rentre pour clarifier. Il a dit non, terminez votre mission. J'ai terminé la mission et je suis rentré. Et à mon retour, vous avez encore entendu quelque chose? Non, mais sauf qu'ils ont parlé en temps. Non, mais à mon retour, ce qui a été prévu, est-ce que c'est ça qui s'est réalisé? Non, j'ai repris mon poste. On s'est expliqué. Vous savez, il ne faut pas toujours être absent. Parce que lorsque vous êtes absent, on dit tout et tout sur vous et contre vous. Ok, monsieur le Premier ministre, vous n'avez pas été toujours absent. Et c'est d'ailleurs en votre présence que certaines choses ont été dites dans le cas du dossier PVI, par exemple. Quel rôle avez-vous joué dans ce scandale? Certaines choses, de quoi il s'agit? On vous a fait porter la responsabilité de ce scandale. Vous pouvez dire que jamais vous ayez démenti. Oui, mais monsieur Dossa, vous voulez dire qui m'a fait porter cette responsabilité? Parce que je ne réponds pas à du noir. Qui a dit ça? Parce que personne n'a dit ça de moi. Vous avez dû lire la presse. Oui, je ne regarde pas, je ne gère pas les rumeurs. Entendre certaines choses. Non, je ne gère pas les rumeurs. Dites-moi clairement, c'est quoi ces choses-là? Et je répondrai. Oui, tout à fait, monsieur le Premier ministre. C'est un dossier qui vous a été confié. C'est vous qui avez conduit le processus aboutissant à la désignation de l'opérateur Bénin Contrôle. Et donc, puisque les problèmes sont survenus après, il s'est dit que certainement que dans la conduite du dossier, il y a eu assez de ratés. Bien. Ce n'est pas un dossier que j'ai piloté à titre principal. Et je vais vous expliquer ça. Le programme de vérification des importations nouvelle génération, c'est comme ça qu'on l'appelle, a été initié pourquoi? Les fraudes douanières au Bénin en moyenne, c'est 150 milliards par an. 150 milliards par an. Les experts internationaux ont dit il y a un problème et donc peut-être l'une des solutions c'est de dire en attendant que les douanes béninoises ne soient pleinement efficaces, il faut mettre en place un programme de vérification des importations nouvelle génération. Ce dossier n'a pas été confié au ministère du Développement, je peux. Parce que le programme de vérification des importations, c'est un programme douanier. Et la douane relève de quel ministère? Celui des Finances. Celui des Finances. Un programme douanier qui s'exécute aux frontières. Frontières aériennes, frontières terrestres et frontières maritimes. Aux frontières maritimes, le principal instrument, c'est le port. Et le port relève du ministère de l'économie maritime. Donc il y a deux ministères en charge du PVI. On peut les compléter par le ministère de l'Intérieur, celui du transport, et celui de la défense nationale si on veut. Mais à titre principal, c'est le ministère de l'économie et des finances et le ministère de l'économie maritime. Je n'étais ni ministre des Finances, ni ministre de l'économie maritime. Mes deux collègues, après de nombreuses réunions, commissions, ont fait une communication en conseil des ministres pour lancer l'appel d'offres sur le PVI. Le conseil a approuvé le dossier d'appel d'offres et a demandé au ministre d'opérationnaliser cela. Il s'est passé peut-être 2 mois, 3 mois.
les collègues ont produit une communication au Conseil des ministres sur le déploiement de l'appel d'offres et ont indiqué qui est l'adjudicataire provisoire. J'ai reçu cette communication au même titre que tous les autres ministres. Mes collaborateurs n'ont jamais assisté à quoi que ce soit sur le PBI. Bien, donc on examine la communication au Conseil des ministres et le Conseil approuve sous réserve. L'adjudicataire provisoire dans le dossier, c'était le groupement SGS Bénin Contrôle. Je découvrais ça. Et les collègues ont indiqué qu'il faut quand même négocier certains termes encore. C'est un appel d'offres. Hein. On choisit l'adjudicataire provisoire, ça pouvait s'arrêter là. Il y avait des conditions, les collègues ont dit, il faut aller négocier ça. Et ils ont dit, comme le ministre d'État a l'expérience des négociations, il serait souhaitable qu'il participe à cette discussion. C'est comme ça que j'ai présidé la réunion de négociation. Au ministère du Développement, mes collègues étaient en salle avec les fonctionnaires, tout ça, et je rentre dans la salle. Je rentre dans la salle, par courtoisie, on se salue, je salue tout le monde, et je tombe sur quelqu'un. Je dis, mais, monsieur le président Patrice Talon, qu'est-ce que vous cherchez ici? Et il me dit, il est en partenariat avec Bénin Contrôle. J'étais le seul à ne pas le savoir. Je le découvrais. Et on a eu de bonnes discussions. Il est en partenariat avec SGS. Il est en partenariat avec SGS. Je découvrais ça. On a eu de très bonnes discussions et j'ai noté que l'opérateur Patrice Talon répondait tellement bien aux questions que je me suis posé la question. Mais il était dans le coton. Pourquoi il se retrouve là répondant à ces questions bien précises? Quand on a eu la pause, je demande à mes deux collègues, le ministre des Finances et le ministre de l'Économie maritime, mais Patrice Talon se retrouve dans ce dossier-là, mais il connaît cette affaire-là? Il dit oui, il a acheté le dossier comme tout le monde, il a potassé, il est allé dans tous les pays, il a travaillé avec la douane béninoise, il comprend très bien de quoi il s'agit. Moi, je me suis dit, pour un Béninois, alors là, c'est chapeau. Donc, nous avons conclu les négociations. Et puis, là où j'ai trouvé que mes collègues ont eu raison de me demander de participer aux négociations, c'est que, chemin faisant au cours des négociations, j'ai demandé, complètement vers la fin, mais le programme de vérification des importations de solides, c'est ça que nous avons traité. Comment vous traitez les liquides? Mais vous savez, j'ai entendu dire qu'on n'a jamais traité les liquides au Bénin. Et je dis, mais les importateurs de pétrole, tout ça, comment ils font? Ils disent non, ce sont eux-mêmes qui déclarent. Mais c'est très grave ça. Au moins, ma participation à cette réunion a fait surgir ce problème qu'on a intégré dans le traitement du programme de vérification des importations. Ayant présidé cette séance, mes collègues préparent la communication au Conseil des ministres. Je signe. C'est la seule communication que j'ai signée parce que j'ai présidé ça. On a délibéré. Le Conseil a autorisé la signature du contrat. Pourquoi souci, monsieur le Premier ministre? Les négociations devaient consister à quoi? Les négociations devaient consister, lorsque vous avez des tarifs, vous demandez à l'adjudicataire quel effort il peut faire sur tel poste pour réduire globalement la tarification. C'était les négociations. Et je dis encore qu'on aurait pu ne pas en arriver là, parce que c'est un appel d'offres. Il y a deux autres soumissionnaires, mais la soumission la plus intéressante, c'était celle du groupement SGS Bénin Contrôle. Donc, on signe cette communication, le Conseil des ministres délibère et autorise la signature du contrat. C'était le 5 janvier 2011.
on aurait pu signer le contrat le 6 janvier 2011. Mais on ne l'a pas fait. Parce que le 6 janvier 2011, il y a un ambassadeur qui me dit qu'il y a un recours qui a été déposé à l'autorité de régulation des marchés publics. Je dis, ah, je n'étais pas informé. J'appelle le ministre des Finances qui me le confirme, le ministre de l'économie maritime qui me confirme qu'il venait d'avoir ça. Je dis, dans ces conditions, on ne signe rien tant que le dossier n'est pas vidé par l'autorité de régulation. L'autorité de régulation a vidé ce dossier-là début février. C'est pour ça qu'il s'est écoulé un long temps entre la décision du Conseil des ministres le 5 janvier et la signature du contrat le 9 février. Alors, moi, mon devoir s'arrête là. J'ai conduit ce que je devais conduire jusque-là. Maintenant, il se fait que dans la mise en œuvre, il y a eu des problèmes. Et quand il y a des problèmes dans la mise en œuvre, bon, on essaie de chercher à qui on va imputer le problème. Personne ne m'a dit devant moi que j'ai mal fait ceci, j'aurais dû mal faire ça. Il y a des gens qui sont allés faire une dictée peut-être, et ils ont transformé la dictée en récitation. Ce n'est pas mon problème ça. Ce n'est pas mon problème. Donc, ce que je dois faire, je l'ai fait. Lorsque les problèmes ont commencé avec le PVI, le chef de l'État m'a demandé de faire de multiples réunions pour clarifier ça. J'avais commencé à faire ça, et puis j'ai découvert quelque chose. Ce qui apparaît au port, c'est qu'il y a une grande partie d'informels. Et le PVI, c'était comme une lumière qui a été projetée sur ce secteur informel-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le PVI va introduire une nouvelle structuration du pouvoir financier au port. Mais les gens ne sont pas d'accord. Et donc, il y a eu tout ce qui s'est passé. Bon, si on dit que je suis responsable, si je commets une erreur, je dirai que j'ai commis une erreur. Si je commets une faute, je dirai aussi que j'ai commis une faute. Je n'ai commis ni erreur, ni faute dans ce dossier-là. Ce qui a été dit, franchement, non. Mais par rapport au programme de vérification des importations, sur le fait, sa pertinence, personne n'a trouvé à redire. Mais le reproche qui vous a été fait, ce sont les clauses qui, paraît-il, étaient léonines par rapport aux prestataires. Vous savez, lorsqu'on parle comme ça veut dire qu'on ne connaît pas bien le dossier. Je vous ai dit qu'il y a eu un appel d'offres. Le contrat en question faisait partie du dossier d'appel d'offres. C'est pas moi qui l'ai écrit. Les 3 soumissionnaires ont fait des commentaires pour dire de réviser ceci, de réviser ça. Les services compétents du ministère des Finances ont révisé ces parties-là. Moi, je n'étais pas dedans. Mais le ministre des Finances nous a informé à un moment donné que tel passage du contrat a été reformulé sur la base des indications demandées par tel soumissionnaire potentiel, etc. etc. Bon. Maintenant, on va dire que c'est léonin. Non. Vous savez, nous avons le chic de balancer la responsabilité facilement sur les autres. Mais moi, je la peux dire. Je sais très bien tout ce qui s'est passé. Mais je ne suis pas devant. Mais c'est ce que je vous dis là. Mon rôle dans ce dossier-là, c'est ça que je viens de vous dire, c'est ce qui s'est passé. Alors, maintenant, ce qu'on dit à gauche, à droite, franchement, en termes clairs, vous n'assumez rien de toutes les difficultés liées à la gestion du PVI, du scandale de la gestion du PVI. Je vous le répète, je ne suis pas un ministère d'opérationnalisation. Je participe au Conseil des ministres à délibérer sur des points bien précis. On a demandé au ministère compétent la mise en œuvre. Et je vous ai dit que lors de la mise en œuvre, il y a eu des problèmes. Et donc, le chef de l'État m'a demandé de faire des réunions pour clarifier tout ça. J'ai essayé de clarifier, mais en vain. En vain. Et à partir d'un moment donné, j'étais soupçonné aussi. Bon, maintenant, ces petits problèmes-là, je crois que c'est du passé. Ça a pu me faire mal, mais c'est du passé. Oui, mais c'est du passé, sauf que le pays, lui, n'a pas clos le débat, puisque aujourd'hui, c'est un contentieux qui est pendant. Oui, mais un contentieux qui est pendant devant les juridictions, qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Est-ce qu'il y a une juridiction qui m'a interpellé pour que je vienne expliquer ceci ou cela? Non.
Donc, et moi je vais vous dire, ce que j'aurais peut-être souhaité, c'est que vous puissiez inviter 6 ou 7 personnes autour de ce dossier-là. Okay. Moi, je ne vais pas vous dire ça. Vous êtes des journalistes d'investigation, vous allez trouver ça. Et puis, vous me demandez de venir aussi. Je ne dirai aucun mot, je vais simplement les écouter jusqu'au bout. Parce qu'ils savent que je ne suis pas dans ce dossier-là. Je suis arrivé dans ce dossier par le biais du Conseil des ministres. Et alors, c'est pas que je n'aime pas assumer. Hein. Je suis un responsable. J'assume. Lorsque je pose une signature, j'assume. Et quand j'étais au ministère des Finances, il y a des moments où je refusais de poser une signature. Et je posais une question fatale. Mes collaborateurs le savent. Puisque ma signature, c'est celle-là qui engage financièrement l'État béninois. C'est ma dernière signature. C'est la dernière signature qui engage l'État béninois. Et donc je dis, ils appelaient ça question fatale. Je dis, mais tout ça là c'est bien, j'ai bien compris tout ça. Mais si je signe aujourd'hui, est-ce que le prochain ministre des Finances peut honorer cet engagement? Si la réponse est non, je ne signe pas. Non, parce que j'ai le sens de l'État, le sens de la continuité de l'État, et on ne laisse pas des ardoises aux successeurs. On essaie de tout régler dans les normes. C'est pour ça que la meilleure gouvernance possible est indispensable. Donc, M. Dossa, moi je ne fuis rien. Rien du tout. Monsieur Pascal René, pourquoi que nous allons poursuivre notre débat, c'était nécessaire qu'on puisse vous écouter largement et vous relancer autant que possible sur ce dossier qui a fait de vagues et qui continue et qui continuera dans l'avenir à en faire parce que le sujet n'est pas clos. Nous allons continuer par rapport à la question de l'énergie. Le gouvernement dit du changement. En 2006, à votre arrivée, vous avez dit qu'on ne peut pas avoir développement sans régler la question de l'énergie. 9 ans après, la question de l'énergie est toujours là. Si nous avons gagné quelque chose en prime, peut-être, c'est ce qu'il est convenu d'appeler le scandale de Maria Gleta. Monsieur Gomina, je ne suis pas ministre de l'énergie. Je vis la situation comme tout citoyen béninois. Donc c'est pas moi qui dois répondre à votre question aujourd'hui. Vous appelez le ministre de l'énergie, il répond à sa question. Seulement ce que je peux dire. Sa question liée à la décision d'implanter une centrale à Maria Gleta pour résoudre ces questions, ces problèmes d'énergie. Ça ne s'est pas posé comme ça. Il faut faire la part des choses entre les décisions de politique générale et l'opérationnalisation de ce qui a été décidé en Conseil des ministres. Qu'est-ce que le Conseil des ministres a dit? J'ai la mémoire de toutes les décisions. Et je n'ai pas besoin de papier pour ça. Le Conseil examine la situation de l'énergie. Rappelez-vous, en mai-juin 2006, les problèmes énergétiques étaient des problèmes difficiles. Donc c'était un problème structurel qu'on est venu trouver. Et je me rappelais qu'en 1996, 1997, il y avait eu aussi une crise de l'énergie électrique au Bénin. J'étais le directeur de cabinet du président Adrien Mbedi à l'époque. Donc j'ai vécu ça. Je connaissais un peu le problème. Et j'ai dit, mais monsieur le ministre de l'énergie, le problème là, de 97-98 est encore là. Qu'est-ce qu'on fait? Bien. Donc, les réflexions ont commencé tout de suite. Et j'ai dit, regardons-le en même temps. Le Bénin peut même être exportateur d'énergie électrique sur le Nigeria. Donc il nous faut une stratégie. Et le Conseil des ministres a constitué un comité de réflexion stratégique qui a déposé un rapport 6 mois après. Ils sont allés un peu partout dans le monde. Ce document s'appelle Document de stratégie de développement du secteur de l'énergie électrique. Il y a tout dedans. Ça a été approuvé par décret pris en Conseil des ministres. Donc c'est un document de politique. Bien. Les problèmes étant cruciaux, qu'est-ce qu'on va régler tout de suite? Donc on met en place des turbines de production d'énergie électrique. Les analyses montrent que il nous faut tant de milliards pour faire ça. Il faut dégager les ressources. Le ministre des Finances
de l'époque, c'était plus loin, a été instruit de trouver la marge financière nécessaire pour absorber cela. Ça a été fait. Et donc, il faut s'engager dans l'installation des turbines. Il faut lancer des appels d'offres. Bon. On a découvert ça là après. Donc l'appel d'offres a été lancé, mais l'appel d'offres, ce n'est pas le Conseil des ministres qui lance les appels d'offres ou qui gère, etc. C'est le ministère de l'énergie en relation peut-être avec deux autres ministères, etc. Ça a donné ça. Mais ça, le président de la République ne savait pas exactement ce qui se passait, puisqu'on fait confiance pour faire ça. C'est lorsqu'on nous a donné un rapport d'étape qui montrait les difficultés de cette centrale que le chef de l'État a été alerté. Il dit, mais comment on en est arrivé là? Eh bien, le problème est là aujourd'hui. Et je ne sais pas comment on est en train de traiter ça. Voyez-vous, une bonne décision, une sécurisation des ressources financières, et in fine, ce qu'on a prévu n'a pas été réalisé, ça veut dire qu'il y a fondamentalement un problème de vertu, de conscience professionnelle. On n'aurait pas pu faire ça ailleurs. Pourtant, ça s'est passé ici. Donc, il y a un problème. Et ce problème-là tourne autour des questions de gouvernance, qui est la grande plaie qu'il faut absolument traiter chez nous. Mais est-ce que ce n'est pas dû aussi au choix des personnes? Parce qu'on ne pourra pas désespérer de tous les Béninois. Il y en a de vertu. Non. Oui. Ah, vous dites maintenant qu'il y en a de vertu. Ah, fort heureusement, parce que je sais qu'il y en a. Nous avons de valeureux cadres dans le pays. Mais où ils se trouvent à certains moments, c'est aussi une autre question. Non, le choix des personnes, bon, on les a choisis, ça a donné ça. La difficulté, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on n'arrive pas à trouver un système qui décourage ça. Et ça, c'est les sanctions. Bon, peut-être qu'un jour, un rapport sera fait, et les responsabilités clarifiées, et les sanctions prises. Mais à vous suivre, M. Pascal Irénée Koupaki, on vous donne le bon Dieu sans confession, parce que véritablement, vous expliquez comment les choses se sont passées, mais il y a un perdant, c'est le peuple béninois. C'est lui qui doit pouvoir payer, parce que les gens, ils ont mal conduit les dossiers, ils ont mal conduit les projets, les dettes sont là, les problèmes ne sont pas réglés, et le contribuable, lui, il doit saigner. Et justement, ça pose quand même un problème. Vous avez raison, mais je viens juste de vous dire que si on sanctionnait comme on devait sanctionner, il y aurait moins de ces problèmes-là. Donc, l'impunité est un facteur qui favorise la malgouvernance. Bon, qui doit sanctionner? Bon, moi je n'ai pas le droit de regard. J'ai le devoir de regard, et ce que je dois dire, je dis. Là où je dois dire mes sentiments au chef de l'État, je le dis, on échange là-dessus. Mais la gestion d'un État est très complexe. Hein. Mais ce n'est pas parce que c'est complexe qu'on ne peut pas y arriver. Il faut trouver de nouvelles formules pour gérer un peu tout ça. Et c'est pour ça que, après mille réflexions, vraiment je suis rentré en moi-même pour regarder un peu tout ce que nous avons fait. La conscience en action, dans beaucoup de cas, je m'excuse, hein, n'existe pas. Oui, justement, ça n'existe pas. À scandale. On constate que vous avez la main, vous êtes dans une posture de possibilité, mais il y a un dossier dans lequel j'ai l'impression qu'il vous sera difficile de également tirer votre épingle du jeu. C'est le dossier ici. Comment, alors que vous, cadre de la banque, homme certainement, comme vous le dites, vertueux, vous avez pu laisser vos compatriotes être victimes de cette situation. Et je vais juste ajouter que sur cette question, on a lu le mémorandum du procureur général Amoussou, qui vous a cité énormément. Vous allez en quoi disant il me cite. C'est ce que j'ai dit en 2010 ou ce que j'ai dit il y a quelques jours. Je n'ai rien dit il y a quelques jours. Oui, tout à fait. Si c'est ce que j'ai dit en 2010, il a certainement bien cité.
Oui, bon, il n'y a pas de mal. Mais par rapport à ce dossier, qu'est-ce que vous répondrez aux critiques? Parce qu'on vous a entendu, vous avez dit que vous êtes venu après que le scandale a éclaté pour tenter d'éteindre le feu, mais ce que l'on vous reproche, c'est comment vous n'avez pas pu voir venir le mal. Vous savez tout ce qui se passe devant vous depuis votre poste? Non, je ne peux pas savoir. Vous ne pouvez pas savoir, non plus. Il y a des choses que je sais, il y a des choses que je ne peux pas savoir. Bien. Mais avant de bien répondre à votre question, je souhaite que M. Dossa nous clarifie bien ce qu'il veut dire là. Quelle est la question précise? Vous n'avez pas compris la question? Non, je n'ai pas compris la question. Le dossier ICC. Oui. Quand savez-vous quel rôle vous avez joué? Et la question que vous avez aussi, le cap de la banque. C'est quand même un dossier de collecte de fonds illégal. Vos compatriotes ont été victimes. Vous n'avez pas vu venir. Bien. Alors même que la Banque centrale a alerté le gouvernement, tout à fait, vous appartenez. Bien. Donc, pour vous, je dois être informé de tout. Je n'ai pas un système spécial pour ça. Mais vous savez à son niveau de responsabilité. Oui. La dernière fois que j'ai reçu une fiche de renseignement, la fiche d'un renseignement généraux, c'était en août 2006. Depuis août 2006 jusqu'à mon départ, je n'ai jamais vu. Et pourquoi vous avez cessé d'être renseigné? Je ne pose pas de questions. Je gère la situation. Quel moyen j'avais de connaître le début du problème ICC Service? Au ministère des Finances où j'étais en décembre 2006, on ne traitait plus des questions de microfinance. C'était un ministère délégué aux finances, chargé de la microfinance. J'ai compris bien plus tard que même ce ministère n'avait pas été approché. Donc, une opération se déroulait dans le pays. Sous le manteau, pour moi c'est sous le manteau. Et les problèmes sont apparus en mai 2010. Et je me rappelle très bien. Le mercredi 19 mai 2010. Le ministre des Finances dit: j'ai écrit au ministre de l'Intérieur et au ministre de la Justice s'agissant de ICC Service. Donc c'est la première fois que j'entendais le mot. De quoi s'agit-il? C'est des structures illégales. J'ai écrit à mes collègues qui n'ont pas encore réagi. Et je dis: chers collègues, si c'est une structure illégale, votre réaction doit être prompte. Donc répondez au ministre des Finances. Et le ministre de la Justice dit: moi j'attends ce dossier de la part du procureur général. Mais très bien, essayez de vous voir à trois pour clarifier de quoi il s'agit. Donc je ne savais pas dans le fond ce que c'était. C'était une question diverse. Ce n'est pas une communication au Conseil des ministres. Et juin 2010, donc presque un mois après, l'affaire éclate au grand jour et le chef de l'État m'a demandé de présider une commission pour clarifier ça. Donc je préside la commission. Vous êtes l'homme de clarification. Mais il vaut mieux parce que je suis à l'aise dans ça aussi. Tout le monde est là et je comprends que tous les acteurs étaient encore au fait de ce dossier-là. Sinon je dis non, c'est pas possible. Une affaire comme ça, combien de déposants nous avons? Aucune idée. C'est quel montant? Aucune idée. Il y a une grande faiblesse dans cette affaire. Alors, moi je suis statisticien de formation, M. Dossa. Que dois-je faire? Faire le recensement. Et j'ai confié ça à l'Institut national de la statistique, qui m'a fait un bon travail. J'admire la compétence de ce cadre-là. Et qu'est-ce que je dis? Je demande à l'ORTB de signaler les différents sites. Et je découvre la foule. Je dis, mais c'est incroyable ça. J'appelle mes collaborateurs, je dis, mais cette affaire-là dans ce pays avec autant de monde,
Et personne n'a relevé ça quelque part. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui était au courant? Une personne était au courant qui dit, moi j'ai mis un peu d'argent dedans, mais je sais que c'est perdu. Bien, donc je découvre ça. J'avais prévu 10 jours pour le recensement, nous avons fait 40 jours. Parce que l'ampleur du problème était très grande. On clarifie ça, on fait une communication au Conseil des ministres, chemin faisant, pour rendre compte des conclusions de ce recensement. Et donc il y a un autre comité qui a pris le relais, le comité de suivi présidé par l'agent judiciaire du Trésor. Il y a par ailleurs une commission d'enquête présidée par, je crois, le procureur Benameto à l'époque. Je ne connais pas les conclusions de cette commission d'enquête. Tout le reste, j'ai suivi ça. Comme vous. Je sais qu'une mission du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale est arrivée au Bénin pour examiner le cas. C'était une suggestion du président Sogo Simon Bon. La Banque mondiale et le Fonds monétaire ont déposé leur rapport. Et ces rapports, je crois savoir, sont exploités par les ministères concernés pour pouvoir donner une suite à ce dossier-là, qui est un dossier très malheureux, parce qu'on a abusé de Béninois. Donc, c'est une crise éthique majeure, ça. Bien. On attend que la justice clarifie un peu tout ça. Voilà. Nous allons continuer dans l'élaboration des scandales, mais je ne sais pas jusqu'où nous allons nous arrêter. Mais je ne suis pas venu du temps. Non, nous avons géré l'occasion, mais il fallait quand même faire l'aggiornamento parce que beaucoup de choses ont été dites et votre silence n'a pas permis la clarification. Maintenant que vous décidez à parler, il faut apporter l'éclairage. Bon, j'apporte l'éclairage, mais je ne suis pas venu vraiment pour ça. Je vous ai dit que et vous devez faire votre travail de journaliste d'investigation. Vous trouvez tous les scandales dont vous avez parlé là. Vous trouvez ceux-là qui ont géré ça. Faites une émission avec eux. Vous allez tout clarifier. Monsieur le ministre, nous allons aborder le dernier sujet. C'est celui relatif à l'atteinte à la sécurité de l'État. C'est vrai qu'il y a eu le pardon, mais avant le chemin du pardon, à un moment ou à un autre, bon, votre nom n'a pas été directement cité, mais votre chaîne a dit une affaire comme ça. Hein. Des insinuations ont été faites. Ah oui, c'est sur le canal 3. Oui, des insinuations. Des insinuations où un garde du corps aurait déclaré avoir vu l'un des protagonistes aller au premier ministère. Et donc par rapport à cela, c'était pourquoi il y avait eu des investigations. Qu'est-ce que vous répondez par rapport à cela? Non, vous savez, je suis respectueux des institutions. J'aurais été un mauvais marxiste-léniniste. Je suis un démocrate, libéral. Je ne peux pas cautionner un acte d'atteinte à la sûreté de l'État. C'est des principes. Il faut que les principes soient intangibles. Bon. Votre chaîne a fait des insinuations. Bon, je ne sais pas où vous avez eu l'information. Elles étaient tirées à bonne source. J'ai compris bien plus tard qu'il y avait un fondement à cela. Bon, mais ils ont tiré à terre. C'est tout. Je ne me sens pas concerné par ça. Je ne suis pas dans quelque chose et on veut forcément que je me retrouve là-dedans. Pourquoi? Il n'y a pas de raison. J'ai compris ce qui s'est passé. Bon. Et comment avez-vous vécu cela quand même? Pardon? Comment vous l'avez vécu? Vous savez, c'est difficile hein, de... Vous avez une conscience républicaine. Vous êtes venu faire un travail. Et on cherche toujours à vous empêcher de réaliser ce que vous pouvez faire pour le peuple béninois. C'était une période où on a perdu beaucoup de temps. Et ça a créé des frustrations dans mes rapports avec mes collègues. Parce que mes collègues, subitement, avaient peur de moi. Personne ne voulait me parler et personne ne voulait me téléphoner. Et donc, on va faire utile en parlant de ça publiquement. Oui, parce que j'ai eu des échos après. Bon, je ne connais pas vos sources, vous avez certainement de bonnes sources, mais j'ai compris plus tard tout ce qui a pu se passer. Et je laisse les uns les autres à leur conscience. Monsieur le Premier ministre, nous allons poursuivre et nous allons vous poser la question. Je ne dirai pas si vous avez une question fatale, mais je ne sais pas si elle sera
considéré comme une question fatale ici, mais on a besoin de savoir qu'est-ce que vous faites par rapport au bilan du régime finissant. Est-ce que vous êtes comptable ou vous le serez sous réserve d'inventaire? Je ne suis pas dans le gouvernement, donc je peux faire l'inventaire. En janvier 2011, on avait fait l'inventaire. J'étais là. On avait fait un bon inventaire. Ça a pris peut-être une semaine. On avait fait un bon inventaire. On avait dit à l'époque qu'il y a eu des succès. Il y avait des choses à améliorer. Et là où il y avait un succès, on s'attaquerait à ça au deuxième mandat. Et là où il y a vraiment eu un succès, c'est en matière de gouvernance. Et le chef de l'État était d'accord que les questions de gouvernance doivent être traitées autrement. Et il y avait un papier qu'on lui avait envoyé parce que mes collaborateurs ont réfléchi là-dessus. Mais malheureusement, le deuxième mandat, très tôt, on a eu ce fameux problème dont vous avez parlé et ça a pu déstabiliser un peu l'équipe. Maintenant, l'équipe qui est là, qui va terminer le mandat, fera le bilan. Je suis persuadé qu'il fera le bilan en janvier 2016, comme on l'a fait 5 ans plus tôt. Je suis comptable. Ça dépend du sens que vous donnez au mot comptable. Il y a 124 personnes qui sont comptables. Je ne suis pas seul. 124 personnes. Il y a le chef du gouvernement. Et il y a 123 ministres. Au jour d'aujourd'hui. Je n'en sais rien. Encore plus. Je n'en sais rien. Je ne suis pas dans le cercle. Donc 123 ministres et le chef du gouvernement, ils sont tous comptables de la gestion du pays durant cette période. Je prends ma part de responsabilité puisque je vous ai expliqué. Je n'ai pas besoin d'étaler mon état d'âme. Ce n'est pas nécessaire pour aller de l'avant. Donc, quand le bilan sera venu, si je dois dire quelque chose sur cette comptabilité, je le dirai, mais j'ai déjà dit une partie. Avant d'aborder l'avenir, il faudrait aussi que vous prononciez par rapport à la question de l'heure, celle récurrente, la révision ou non de la Constitution. Ah bon, la révision de la Constitution. Vous voyez tous les problèmes que ces quelques mots posent à la société béninoise. Je crois qu'il y a une vertu cardinale que nous devons observer dans ces moments-là. C'est la prudence ou la sagesse. Je pense qu'il faut laisser ce dossier-là et le reprendre bien plus tard, quand l'environnement sera apaisé dans un cadre consensuel et un peu plus serein. Nous allons aborder à présent la nouvelle conscience. Monsieur le Premier ministre, alors que vos compatriotes s'impatientaient de vous entendre dire votre pas de vérité sur certains nombres de situations, on a plutôt décidé de leur proposer deux livrets bleus qui parlent de conscience, la nouvelle conscience. Dans l'heure justement de ces livrets, vous dites, et je vous cite, notre conscience éthique pose problème, notre conscience civique est instable, notre conscience nationale n'est pas perceptible, notre conscience des exigences de la production est fluctuante, notre conscience du développement économique et social est écœurante, notre conscience de l'effort est incertaine, également notre conscience du bien commun, de l'intérêt général est problématique et vacillante. Qu'avez-vous voulu dire par là? Je n'ai fait que décomposer la réalité. J'ai décomposé la réalité. Que vous soyez dans le secteur social, politique, administratif, économique, culturel, vous avez des problèmes de conscience partout. Si il y a eu des scandales, c'est bien parce qu'il y a eu un problème de conscience. Alors, dans ce passage du deuxième livret bleu, il y a 7 à 8 fois le mot conscience. Parce que, prenez par exemple les caniveaux à Cotonou. On construit les caniveaux à coups de milliards pour donner un chemin à l'eau. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? C'est des ordures qu'on met dedans. Ce n'est pas du tout citoyen. Même s'il y a des problèmes de ramassage d'ordures, nous devons traiter ça autrement. Donc,
quel que soit le domaine de la vie sociale que vous prenez, vous avez un problème de conscience. Donc j'ai essayé de découper la réalité pour dire non. Si nous avons en 1990 proclamé la démocratie libérale, et si nous avons ajouté à cela qu'il était indispensable d'arriver au renouveau économique, pour nous donc les deux choses sont liées. Renouveau démocratique, renouveau économique. C'est dans ce contexte-là que nous avons essayé de gérer. Mais chemin faisant, et ayant pris du recul, avec tout ce que vous avez dit, j'ai dit non, il y a un problème de conscience. Alors, entre le renouveau démocratique et le renouveau économique, il y a un maillon qui manque. Et ce maillon, c'est le renouveau des valeurs. C'est le renouveau des valeurs. Sans ces valeurs-là, il n'y aura pas de progrès dans notre pays. Sans cette conscience, en toute action, il n'y aura pas de progrès. Ayant vu la question de cette façon, et c'est cet aspect-là que j'ai partagé avec les personnalités, une douzaine de personnalités au Bénin, bon, je vais parler à nos citoyens, à nos concitoyens. Quand vous leur parlez, parce que ce n'est pas une conférence, hein, c'est vraiment des causeries. On pose des questions, j'y réponds, d'autres répondent, etc. Il faut arrêter de penser qu'à l'intérieur du pays, en dehors des villes, il faut arrêter de penser que les Béninois ne savent pas ce qui se passe. Ils le savent très bien. Et d'ailleurs, il y a un documentaire qu'on est en train de produire, ce sera disponible bientôt. Si vous voulez bien, vous pourrez diffuser ça, sur cette question-là, de nouvelle conscience. Donc, je me suis dit, non, entre le renouveau démocratique et le renouveau économique, il faut le renouveau des valeurs. Et la meilleure façon d'y arriver, c'est de travailler sur notre état de conscience. Si nous avons cette conscience-là, ben écoutez, vous déjà le matin, vous êtes allé au boulot. Ça ne se passe pas toujours ainsi. Vous faites confiance à M. Bonina, je suppose. Ça c'est important. M. Bonina vous fait confiance. Et vous avez confiance en vous-même. Interrogeons-nous. Est-ce que les Béninois se font confiance? Pour traiter de l'intérêt commun, il faut un minimum de confiance. Je n'ai pas toujours trouvé ça. L'éthique n'est pas souvent au rendez-vous. La justice non plus. La tempérance non. La fraternité parfois douteuse. La solidarité non. Et alors, qu'est-ce qu'on veut faire dans un contexte comme celui-là? C'est pour ça que je dis, la nouvelle conscience, c'est l'assimilation des valeurs. Où est-ce qu'on assimile les valeurs? C'est pas l'éducation. Et après avoir rencontré autant de Béninois, peut-être quelque chose comme 30 000 seulement, c'est pas beaucoup, autant de Béninois, dans lesquels je retrouve des enseignants, mais à 99%, ils disent que le système éducatif est mauvais. Et qui va assurer la relève? Ils veulent que ça change d'ailleurs. Et ils sont pour la plupart d'accord qu'il y a un chaînon qui manque, c'est le chaînon de cette conscience-là, de cette valeur. Imaginez-vous, pour recruter des vacataires dans des collèges publics, les vacataires doivent soudoyer l'administration. Un pauvre jeune qui n'a pas d'argent, qui veut travailler, il faut qu'il trouve soit 15 000 ou 100 000 à verser d'abord. Où est-ce qu'il trouve ça? Chez l'usurier. Et ils doivent payer 200 000. Mais on aggrave les conditions de la pauvreté. Mais il y a un problème sérieux qui est là, qu'il faut traiter par la revue de l'éducation, du système éducatif. Et il y a des experts béninois qui travaillent avec moi et qui m'ont produit des rapports. Si vous lisez ces rapports, vous allez dire qu'il n'y a pas, non, que l'école qui est au Bénin n'est pas notre école. C'est une autre école. Donc il faut revoir tout ça. Il y a la question de la famille, c'est essentiel. Les parents travaillent, les enfants sont livrés à eux-mêmes. Mais l'éducation de base est d'abord familiale. Il faut encourager les familles à s'occuper un peu plus des enfants. L'école prend le relais et les partis politiques doivent prendre le relais.
Parce que la vie militante... Non, rénové. Parti politique rénové. Il y a quelques partis politiques qui ont des écoles. Pour moi, ce n'est pas suffisant. Parce que pour former l'esprit républicain, à côté de l'esprit citoyen formé par l'université et les écoles, il faut que les partis politiques forment les gens à la vie militante. Et ça, si on a 200, c'est impossible. Donc il faut regarder autrement cela. Mais le diagnostic est fait, mais on commence par où? On commence par où? Oui, je pense qu'il faut commencer par une gouvernance de rupture. Dans tous les secteurs dont j'ai parlé, que ce soit éducation, agriculture, santé, oh là là, les gens ont parlé des centres de santé. Mais on est ici, mais on ne sait pas ce qui se passe là-bas. Dans tous les secteurs, il faut qu'il y ait des volontaires qui ouvrent les dossiers, qui disent oui, bon, on a fait comme ça depuis fort longtemps, nous décidons à partir de maintenant de faire autrement. À vous entendre, j'ai le sentiment que vous voulez réinventer le Béninois, mais ce discours n'a rien de nouveau. Les politiques disent toujours qu'il faut marquer la rupture, il faut changer ici, il faut agir sur l'éducation. Lequel bâton disposez-vous? Ça va changer, ça doit changer. Bon, sauf que ça n'a pas changé. Monsieur Gomina, il ne faut pas tourner certains concepts en dérision. Non, au moment où on le disait, tout le monde était emballé. Vous avez le manuel d'opérationnalisation du changement? Vous ne l'avez pas. Et donc les philosophes du régime auraient dû l'écrire. Ils n'ont pas écrit. Vous avez eu un document sur la refondation? Il n'y a pas eu. Mais comment les gens viennent? C'est la même chose. Lorsque le GMR a échoué, ou lorsque le PRPB a échoué, on a dit qu'on a conceptualisé les choses, mais dans la mise en œuvre, le problème s'est posé. On a encore fait des errements, la conférence nationale, on a juste posé le problème politique. On n'a pas eu les fondements de notre vivre ensemble, de notre devenir. Et aujourd'hui, vous savez, il y a trop de ratés. Non, ne désespérons pas. Parce que si vous me parlez comme ça, c'est qu'il n'y a pas une possibilité de rebondir. Non, nous ne le disons pas. Nous voulons juste que vous nous donnez la possibilité, c'est-à-dire que par nos mots MAUX, vous ne trouvez pas seulement des mots MOTS. Si vous commencez à appliquer des sanctions au Bénin, vous allez régler beaucoup de choses. Je connais les pressions qui s'exercent sur les dirigeants lorsque quelqu'un est en faute. Mais il faut que l'homme d'État soit au-dessus de ces pressions-là pour commencer à donner des exemples. Parce que si on ne donne pas des exemples, on encourage les autres à poursuivre dans cette mauvaise voie. Donc, moi, je ne suis pas pessimiste. C'est-à-dire, par quel bout prendre le problème? On a voulu le prendre par le bout du changement, mais il y a eu des problèmes. On a voulu le reprendre par le bout de la refondation. Il y a eu des problèmes au deuxième mandat. Et donc, le concept qui a été développé, chemin faisant, l'a oublié. Moi, je développe un concept à partir d'une réalité que j'ai observé parce que j'ai été dans ce système-là. J'ai fait mon école. J'ai acquis cette expérience-là que vous ne trouverez pas dans ton part. Et je dis, le système éducatif doit être repris pour lui donner une nouvelle dimension, une dimension qualitative. Parce que c'est la qualité qui fait évoluer, c'est pas la quantité. Mais pour mettre ça en œuvre, faut-il des politiciens ou des technocrates ou alors on mélange les décisions dans un pays? Pas les technocrates, c'est les politiciens. Donc il faut des politiciens avertis de ça. Et que ces politiciens s'entourent de cadres valeureux. Parce que parfois, j'ai eu le sentiment que les cadres ne sont pas toujours au bon endroit. Et quand j'ai interrogé le secrétaire général du gouvernement pour dire, mais je crois savoir ceci, il me dit, bon, mais il n'a pas les 10 ans d'expérience, mais c'est ce que le collègue a proposé. Bon, mais tout ça là, le chef de gouvernement lui n'est pas au courant. Donc il y a des choses qui se passent par derrière. Donc, il me semble que nous avons besoin d'une chaîne.
Et dans cette chaîne, il faut des maillons. Et la force du maillon, la force de la chaîne doit être la force du maillon le plus faible. Donc tout le monde dans le système doit pouvoir se tenir. C'est ça qui manque, parce que quand je pose à travers le problème de la nouvelle conscience, la confiance entre les Béninois, c'est fondamental. Parce que j'ai ressenti ça, et ce n'est pas bon de travailler dans une ambiance de méfiance ou de défiance. Monsieur le Premier ministre, est-ce que vous n'avez pas le sentiment de prêcher dans le désert? Vous dites que c'est la politique qui prend les décisions dans un pays, et nous savons surtout par ici que éthique et politique, ça ne fait pas bon, mais là c'est deux droits parallèles. Alors comment vous prenez la nouvelle conscience alors que nous savons que ce n'est pas possible? C'est forcément avec des Béninois que vous allez devoir mettre en œuvre cette vision. Mais vous savez, moi je ne suis pas d'accord avec vous. L'éthique et la politique, c'est deux droites parallèles, non? Il y a une intersection quelque part. Il faut absolument trouver ça. Si vous dites que les deux choses sont parallèles, ça veut dire qu'il n'y a aucune correction possible à la malgouvernance. Mais c'est catastrophique. Il faut absolument corriger la gouvernance. C'est pour ça que je dis que le collègue a voulu dire peut-être qu'on ne fait pas la politique avec la morale, mais on ne la fait pas davantage sans. Bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons trouver là où mettre le curseur. Aucun homme n'est parfait. Et donc nous avons nos faiblesses, nous avons nos qualités, mais il faut que nos qualités surpassent nos faiblesses. Dans le monde d'aujourd'hui qui est changeant, où les autres évoluent plus rapidement, il faut que l'homme politique ait un minimum d'éléments de technocratie. Sinon, il se fera rouler par les cadres. Ça, c'est sûr. Et donc, il faut qu'il y ait ces éléments-là pour pouvoir bien orienter. Donc, il faut qu'il soit entouré d'experts qui n'ont pas d'intérêt personnel dans le système. Et dès lors que vous avez des experts qui ont des intérêts personnels, vous faussez tout. On n'a pas besoin d'être 10 millions pour changer le Bénin. Non. On a besoin peut-être de 10 000 volontaires. Au maximum de 100 000 volontaires. Et 100 000 volontaires, ça ne fait que 1%, je crois, de la population béninoise. Oui. Hein? C'est possible. Je souhaite que, et là je rends hommage à un de vos collègues disparus, François Messin, que j'ai toujours considéré comme un éveilleur de conscience, parce que dès qu'il démarre, j'ai une idée de là où il veut aller. Et puis, tous les autres aussi qui animent cette émission. C'est important qu'on trouve dans un système national des gens qui alertent. Ce sont eux qui doivent sonner l'alerte. La sonnette d'Anam doit être là. Mais il faut souhaiter. Non. Aux interpellations de bonne foi. Non. Moi, je reste sous ce que vous dites. Non, je ne parle pas de vous, je parle du système en général. Je suis là pour moi aujourd'hui. Donc, je ne sais pas. Je suis plus dans le système. Je ne sais pas que nous allons poursuivre. Et je vais vous demander de dire aux Béninois la différence d'approche entre Abdoulaye Biotchani, Marcel de Souza et vous. Parce que les Béninois se disent, bon, encore des banquiers. Moi, je ne suis plus banquier depuis des années. Et je ne suis plus économiste non plus. Est-ce qu'on cesse de l'être? Oui, puisque je ne traite plus de la matière. Je ne traite plus de la matière. J'ai une expérience, mais l'expérience que j'ai eue en 7 ans, alors là, même avant l'université d'avant, on ne peut pas me donner le diplôme pour ça. Parce que la matière, c'est l'humain, là. L'humain. Ce que vous faites seul dans votre bureau, vous avez des populations en face, vous ne pouvez plus faire ça. Et si j'avais traité certains dossiers en pur technocrate, j'aurais certainement raté certains dossiers. Non, je ne l'ai pas fait. Je tiens toujours compte des implications politiques de tout ce que nous faisons. Sinon, on aurait déjà laminé depuis longtemps. Mais je vis. Monsieur le Premier ministre, est-ce que vous croyez encore au Dauphinat? Je ne sais pas ce que c'est. En tout cas, dans le système de droit, ça n'existe pas. Est-ce que vous pensez que le président Boni Yaye vous transmettra le flambeau? Parce que beaucoup ont dit que votre façon de quitter le gouvernement, c'est une façon de ne pas injurer l'avenir. Non, injurer l'avenir. Non. Vous savez, c'est le peuple qui décide. Et j'ai écouté une chanson il n'y a pas trop longtemps, il y a peut-être 2 semaines comme ça,
d'une artiste béninoise, Le choix de Dieu. C'est Anateko. Mais il faut laisser ces choses-là. C'est pas une langue qui décide, c'est le choix de Dieu. Vous croyez aussi à la source divine du pouvoir. Lorsque un responsable politique n'a pas de préparation spirituelle, il n'est pas un homme de foi. Il n'est pas un homme de vérité. Ce qui explique votre récente intronisation? Non, vous savez, ces choses-là arrivent, vous ne les commandez pas, hein. Je n'ai rien acheté moi. C'est tombé sur ma tête et je dois assumer des responsabilités familiales, traditionnelles. Mais ça fait partie de ce que je dois faire dans la vie et je le ferai. Et j'ai commencé tout doucement à le faire. Avant de vous demander de conclure, de parler à vos compatriotes pour qu'ils retiennent quelque chose de votre passage, je me voudrais de ne pas vous poser la question, quelles sont vos relations avec Paris? C'est quoi Paris? Vous n'écoutez pas quand le chef de l'État dit que la plupart des acteurs politiques, la télécommande se retrouvent de l'autre côté de la scène? Mais vous avez dit vous-même tout à l'heure que je ne suis pas acteur politique. Non, mais la nouvelle conscience, c'est pour ouvrir la voie à la politique. Ah oui, ben donc c'est maintenant que la direction de Paris va naître peut-être. Elle n'est pas née. Vous n'avez pas encore répondu à la question. Quelle question exactement? Vos relations avec Patrice Talon? Non, pour être plus précis. Mes relations avec Patrice Talon, ce sont des relations cordiales. Je rappelle que, puisque j'ai traîné dans les couloirs de l'exécutif dans un autre pays, il y a le chef de l'État qui donnait un conseil à son Premier ministre pour dire, tu vois, Premier ministre, deux conseils que je vais te donner. Ne sois jamais ami à un militaire, sauf s'il est général. Parce qu'il se trouvera toujours quelqu'un qui viendra vous dire que vous préparez un coup d'État. Deuxième conseil, ne sois jamais ami à l'ami d'un président. Parce que tu ne sauras jamais à quel moment nous allons décider de faire un match de tennis de table avec toi. Garde ta distance par rapport à mes amis. Mais Patrice Talon, je crois savoir, c'est l'ami du chef de l'État. C'était. Aujourd'hui, c'est l'ennemi public numéro 1. Non, moi je pense que après un certain temps, ces choses-là vont se calmer. Parce qu'on ne peut pas vivre dans cette animosité-là. Après un certain temps, ça va se calmer. Et vous ne saurez jamais, vous, à quel moment ça va se calmer. Donc, donnez de temps au temps pour voir comment les choses seront. Patrice Talon, je le trouve comme un bon opérateur économique. Quand j'étais au ministère des Finances, il m'a soumis un dossier concernant la filière. Le ministre de l'Agriculture était d'accord. Le chef de l'État allait dans le même sens. Il fallait que moi, je donne mon avis là-dessus. Lorsque j'ai bien compris le fond du dossier, je lui ai posé une seule question. Je n'ai pas posé une question sur le dossier. Je lui ai posé une question. Je lui ai dit, Monsieur le Président, vous avez fait les mathématiques? Il m'a dit oui. Parce qu'il est très structuré, il est très rationnel. Évidemment, c'est un battant en matière financière. Et donc, voilà quelqu'un qui quitte un secteur pour arriver dans un autre secteur avec son intelligence. Nous avons peut-être besoin de 1000 personnes comme ça, de 1000 capitaines d'industrie dans notre pays. Bon, il est bon opérateur, mais j'espère que les problèmes s'arrangeront chemin faisant. Votre conclusion? C'est votre émission, votre mot de fin. Merci beaucoup. C'était un plaisir d'avoir partagé ces moments avec vous. Je sais que beaucoup de questions se posaient, mais je n'avais pas d'inquiétude en moi-même parce que je me disais que ma conscience était tranquille. Donc le jour viendra où j'évoquerai certains problèmes. J'aurais pu venir un peu plus tôt pour me mettre sur la défensive. Non, je suis allé à la rencontre de mes compatriotes, je suis allé échanger avec eux et j'ai beaucoup appris. J'ai appris par exemple que
tel que le processus de développement se mène, nous laissons à la touche beaucoup de compatriotes. Et je considère aujourd'hui, après avoir fait ce tour-là, que le développement doit partir des villages pour la ville, et non le contraire. J'ai parcouru des chemins difficiles. 60 km, vous pouvez faire ça en 3 heures. Et moi, je le fais une fois en passant. Mais ces populations qui vivent dans la zone, il y a un problème pour les marchés et consorts. Les femmes qui quittent, par exemple, à Klimpa pour aller au marché de Glazoué doivent faire 3 jours. Une journée et demie pour aller, une journée et demie pour revenir. C'est des coûts économiques énormes pour ces femmes-là. Et ces coûts économiques aggravent la pauvreté. J'ai appris aussi que l'horizon pour la jeunesse, c'est la recherche, c'est l'innovation, c'est les réformes structurelles. La jeunesse semble un peu désemparée parce qu'elle est consciente qu'elle a été instrumentalisée, elle refuse de plus en plus d'être instrumentalisée. Donc il y a une prise de conscience qui naît dans ce milieu. C'est pour ça que j'ai dit aux jeunes que j'ai rencontrés que l'esprit jeune, pour moi, c'est l'esprit nouvelle conscience. Ce sont les jeunes qui vont inverser cela. Donc après avoir fait tout ça, j'ai une passion pour le Bénin. J'ai une passion pour le Bénin. Je l'aime 2 fois plus qu'avant. Je l'aime 2 fois plus qu'avant. Et je pense que je continuerai de méditer et de leur faire partager ma conception de la vie et de l'avenir de notre pays. Je leur ai aussi dit, il y a beaucoup de problèmes, c'est vrai, beaucoup de problèmes, mais il y a une seule solution pour tout ça. C'est pour ça que je leur ai dit, 1000 problèmes, une seule solution, c'est la nouvelle conscience. Je vous remercie beaucoup. Merci, Monsieur le Premier ministre. Merci d'être passé sur le plateau de Canal 3 pour partager avec vos compatriotes votre lecture de la situation du pays, également votre vision pour l'avenir. Merci à vous, merci Malick Gomina, merci chers amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis, passez d'agréables moments devant Canal 3 Bénin. Au revoir.